La collégienne de Marouba Fall. Il était une fois dans ma vie une fille. Elle s'appelait Oulimata. Ses camarades la surnommaient l'américaine. Pour moi, elle était Ouli. Pourquoi ne pas l'avouer tout de suite? Ouli était mon élève. Ce qui m'avait le plus attiré en elle, c'était ses yeux. Au loin, entre les immeubles bordant l'étroite avenue encombrée des véhicules tout gabarit, se dessina bientôt la masse imposante d'un autobus. Ceux qui étaient assis se levèrent, ceux qui étaient debout avancèrent d'un pas vers le trottoir. Un groupe de jeunes filles sortant de l'école nationale de secrétariat accourut. À mesure que l'autobus approchait, la foule devenait compacte. Malgré les cris des écoliers et les mains qui s'agitaient avec frénésie, il passa sans ralentir. Les contribuables s'y entassaient d'une manière alarmante, tandis que l'écart qui venait en sens opposé et stoppait à l'arrêt d'en face, avant de repartir, était presque vide. Dakar est une ville surpeuplée. Une bonne partie de sa population active habite la banlieue et ne disposant pas de véhicules particuliers, vient travailler au centre-ville administratif et commercial en empruntant un moyen de locomotion à portée de sa bourse. Des autobus, quelques importantes que soit leur quantité, ne suffisent guère à assurer le transport rapide et confortable des foules massées aux différents arrêts aux heures de pointe. Ces dernières font le pied de grue avant de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail ou avant de pouvoir rentrer chez elles, patelantes et suantes. L'arrêt était submergé d'écoliers, impatients, las de crier à tue-tête et de galoper après des autobus qui ne s'arrêtaient pas. Pauvres écoliers, ils devaient rentrer chez eux, déjeuner, jeter un coup d'œil sur les leçons de l'après-midi et sans se reposer, reprendre le chemin de l'école. Mais le temps est bien court entre 12 et 15 heures, d'autant que la moitié en est perdue à attendre avec résignation, assis sous un abri ou debout sous le soleil. Je pense qu'il serait opportun d'envisager sérieusement la possibilité d'une journée continue, au moins pour les élèves, dit mademoiselle Ndioro. La journée continue serait une bonne chose, à condition que les infrastructures appropriées soient apprêtées pour cela, remarquai-je. Avant qu'elle ne fût affectée au collège, mademoiselle Ndioro me connaissait déjà. Nous nous croisions dans les couloirs de la faculté des lettres et sciences humaines. Quelquefois, nous nous asseyions côte à côte dans la vaste salle d'études de la bibliothèque universitaire. À force de nous voir et de nous côtoyer, les liens d'amitié s'étaient tissés entre nous que notre rencontre au collège avait renforcés. Mademoiselle Ndioro projetait, lorsqu'elle aurait fait des économies nécessaires, d'ouvrir une mercerie et d'abandonner la crie. Pour elle, l'enseignement fait plus de tuberculeux et de déséquilibrés mentaux que de citoyens riches et prestigieux. En vérité, j'aimais mademoiselle Ndioro. Elle soupçonnait mon sentiment et l'encourageait par tous les artifices dont est fertile l'esprit d'une jolie fille aimante. Épouser mademoiselle Ndioro, j'y avais songé. Elle correspondait à mon idéal féminin, belle et simple, ouverte et discrète, patiente et généreuse. En elle, j'aurais trouvé une compagne délicieuse et compréhensive, un soutien moral et une conseillère avertie. Cependant, j'éprouvais un grand complexe à son égard. Répondant à son invitation, je m'étais présentée un dimanche chez ses parents, à Bop. Quand j'eus sonné à la porte de la villa, ce fut une dame hautaine qui vint m'ouvrir. Sa mère me détailla, sourcils froncés, avant de s'enquérir. « Qui cherchez-vous » ?»« Ndioro, avais-je répondu, gêné. « Qui êtes-vous » ?»« Monsieur Ndiaye, un de ses collègues. »« Entrez, monsieur Ndiaye. » Elle s'était effacée pour me laisser passer, puis avait refermé la porte. M'ayant précédée dans le salon, elle avait dit d'une voix doucereuse. « Veuillez vous asseoir, monsieur Ndiaye, je vais appeler Ndioro. » Le salon était spacieux et garni d'un mobilier cossu. Je m'y sentais tout petit et dépaysé. Le confort qui s'étalait sous mes yeux me choquait très réellement. Agressait véritablement en moi le fils de pauvre Jean né dans la modestie et l'étroitesse d'une baraque de bidonville. La voix de Ndioro m'avait brusquement tiré de mes pensées. « Tu es là, Mar ?»« Oui, je suis là. Assieds-toi bien. N'es-tu pas à l'aise ?»
À vrai dire, je ne le suis pas. Je n'avais jamais soupçonné que vous étiez des bourgeois. Elle s'était assise à mes côtés, pleine d'espoir, mais ce jour-là, je n'étais pas restée longtemps et ma décision avait été prise. Un autobus stoppa, Ndjoro y monta, me laissant aux aguets car nous n'avions ni la même destination, ni le même itinéraire. Ce fut 15 minutes plus tard que je pus à mon tour quitter l'arrêt. Je descendis du car à proximité du marché de face, la chemise imbibée de sueur. Pour mettre pied à terre, j'avais dû user de tous mes muscles et me débattre énergiquement pour sortir de la gousse humaine qui m'avait enserré et étouffé durant le trajet. Ouf! Le vent aspergea mon visage d'une bouffée de fraîcheur. Je respirai goulûment l'air pur. 12h50 à mon bracelet. Je pressai le pas pour ne pas manquer le bulletin d'information radiodiffusé. Au bout de quelques mètres, je sentis une présence à mes trousses. Je dévisageai la personne qui marchait déjà à ma hauteur. Alors, maugréai-je. Bonjour, Fiouli, que veux-tu? Elle ne répondit pas. Je poursuivis mon chemin. Elle m'emboîta le pas. Je suspendis à nouveau ma marche. Ouli, que me veux-tu? Elle se contenta de me regarder sans broncher. Nous arrivâmes chez moi, l'un derrière l'autre. Quand j'ouvris la porte de ma chambre, Ouli entra, jeta son classeur sur une chaise pliante et s'assit sur le lit. Je m'installai en face d'elle. « Vas-tu me dire ce que tu cherches ?»« Pourquoi tu me fuis ?» demanda-t-elle presque impassible. « Te fuir? Quelle idée ?» Depuis l'entrevue avec mon père, je ne l'avais pas revu seul à seul. Sans doute interprétait-elle mon silence et la distance que j'observais à son égard comme des signes d'une volonté de débattre en retraite. Elle me regardait toujours, assise en face de moi, appétissante et odorante comme un fruit mûr. Mon Dieu, ce regard ardent et enveloppant, m'interrogeait-il seulement ou attendait-il de moi un geste que la bouche gourmande d'Ouli n'osait réclamer par pudeur? Je la regardais fixement. Peu à peu, tout devint flou devant moi et dans mon esprit. « Que fais-tu » ? Je ferme la porte. « Ouvre !»« Non, je veux sortir. »« Je ne t'ai pas fait venir ?»« Penses-tu que je sois une... » Inutile de faire l'ingénu. Je sais que tu n'es pas vierge. La voix d'Ouli résonna claire. Je battis des paupières. « Mère Soukaina veut te voir. Elle m'a demandé de te le faire savoir. » dut-elle répéter. Ouli était bien resté en face de moi. Je ne m'étais pas levée et la porte était encore fermée. Il arrive souvent que l'on rêve éveillé en plein jour. Mais si je ne rêvais plus, si je me levais, allais fermer la porte à clé, que se passerait-il? Il ne sert à rien de se poser des questions dont les réponses, quelles qu'elles puissent être, ne garantissent aucune certitude. Tu diras à Mère Soukaina que j'irai la voir ce soir, dis-je en me levant. Mon père avait sa maison à face, un bidonville populeux où les maisons s'aggloméraient en masses sombres et branlantes de vestuté, où les ruelles sableuses, jonchées d'immondices ou creusées d'ornières fangeuses, s'enfonçaient en méandres au cœur du paupérisme le moins imaginable. C'était une des plus vastes maisons du quartier. Les deux longues baraques qu'elle comptait étaient parallèles et coiffées de tuiles rouges sombres qui contrastaient avec le zinc rouillé et l'ardoise gris sale des toits environnants. Chacune de ces baraques était divisée en 4 chambres égales, dont les portes s'ouvraient sur la cour cimentée, à l'exception d'un petit espace circulaire où, avant la prière, les hommes comme les femmes pouvaient faire leur ablution. Ma famille occupait 3 des 8 chambres de la maison, des colocataires les 5 autres. Le montant du bail de celle-ci, en sus de ma contribution mensuelle, était d'un apport assez substantiel à mon père, qui avait dû mal entretenir Doumbé, sa jeune épouse, et ses 3 marmots, mes 2 frères cadets renvoyés de l'école française, et ma sœur Ada, qui était mère célibataire. J'avais déménagé de cette maison, non que je ne puisse souffrir des incartades de ma coquine de Marate qui était parvenue à détourner mon père des enfants de ma défunte mère, mais parce que mes affaires n'y étaient pas en sécurité. J'avais 3 malles de livres et de documents précieux.
Or, à Fas, les incendies nocturnes étaient fréquents, dont les causes n'étaient jamais élucidées. Dès que je pénétrai dans la maison, je reconnus sur le seuil de la chambre d'Ada les vieilles babouches d'oncle Demba. Ces babouches décolorées dont le bout recourbé pointé vers le firmament avait foulé le sol de maintes sentes poudreuses, traîné sur le pamphlet d'herbe et arpenté bien des routes à travers le Sénégal. Oncle Demba était de ceux que l'on appelle des consolideurs de liens de parenté. Ses pieds le menaient partout où avaient trouvé une terre d'élection les membres épars de notre grande famille. Ici, on voyage rarement par simple plaisir. L'homme qui va d'un village à un autre, d'une région à une autre, à l'intérieur de son pays, d'un pays à un autre, va sûrement à la quête de la connaissance, parfois de la fortune, ou à la retrouvaille des autres parties de lui-même que le mariage, le besoin ou l'appel irrésistible de l'ailleurs ont dispersé. Les jambes croisées, oncle Demba était accroupi sur une natte devant un plateau rond sur lequel étaient disposées en fer à cheval 5 petites tasses. À portée de sa main droite, une théière mijotée sur un petit fourneau. Lorsqu'il m'aperçut, oncle Demba partit d'un gros rire, ce rire incorcible et sans complexe me réconfortait. Je n'en entendais pas souvent de pareils autour de moi, parmi les hommes costumés, cravatés, distingués et civilisés, à qui la ville, avec ses contraintes et ses contradictions, avait volé jusqu'au naturel du geste et de la parole, jusqu'à la bonne humeur qui est signe d'équilibre mental, jusqu'au rire qui refoule toute haine, toute phobie et réconcilie l'homme avec ses semblables. Il y a quelqu'un qui ne va pas déjeuner ce midi. L'hôte imprévu a dégusté sa part et il est condamné à jeûner ou à aller commander de la nourriture de Toubab dans quelque restaurant, se moqua-t-il. Comment vas-tu, mon oncle dis-je en lui serrant la main. Je me remercie Allah, répondit-il. Depuis quand es-tu ici? Je suis arrivé il y a 1 heure à peine par l'autorail qui est parti de Ndar à l'aube, dit-il tout en gardant ma main. Quand il la libéra, je saluai mon père assis à ses côtés sur la même natte, puis Ndombé et Ada blottis dans un coin. Bourg, comment te portes-tu? Reprit oncle Demba en me tirant par le bras à lui. Bien, fis-je en m'installant près de lui. Et ceux du village? Il ne cesse de demander de tes nouvelles, surtout le chef du village et Serine Tako, le marabout. Il y a bien 2 ans que tu n'es pas retourné à Kahol. Le temps, mon oncle. Le temps, toujours le temps. Cesse donc d'accuser le temps, mon neveu. Dis-moi plutôt que tu n'aimes pas la campagne, car tu es devenu un toubab, grogna l'oncle Demba. Moi, un toubab, protestai-je. Bourg, tu es un toubab, ne t'en défends pas. Tu dis la vérité, Ndambarmar. Étant toubab, je lui rappelle en vain que ses vrais parents à lui sont au village, que par conséquent, il doit y aller souvent, renchérit mon père. L'homme digne de ce titre, quelle que soit sa situation sociale, n'oublie jamais le lieu où sa famille a germé et s'est épanouie, dit oncle Demba. La ville est mauvaise, Demba. Quand les jeunes s'habituent à elle, ils ne veulent plus la quitter. Ne t'a-t-elle pas enlevé l'aîné de tes fils? C'est vrai, Serine Ndiaye, soupira mon oncle. La ville offre plus de chance aux hommes encore valides et aux jeunes qui demandent qu'à dépenser leur énergie. Avec cette sécheresse presque endémique, ils n'ont rien à faire au village. Les chances qu'elles offrent ne représentent rien à côté de ceux dont elles dépossèdent l'homme. Les belles vertus d'hier qui ont nom, dignité, foi, respect de l'autre, solidarité. Le citadin est un être égoïste, philosopha mon père. Oncle Demba sourit et tout en remplissant les tasses de thé, dit: Serine Ndiaye, l'homme est foncièrement le même sous tous les cieux, en ville comme à la campagne. La solidarité et l'esprit communautaire existent partout où l'individu isolé du groupe est conscient de son impuissance face à la nature. La force de la civilisation du Toubab est d'avoir mis entre les mains de l'individu des instruments qui, s'il les maîtrise, les rendent aussi puissants que 100 individus rassemblés, mais aux mains nues. L'homme, dès qu'il est sûr de sa force, se croit en sécurité
et tend à marcher seul, à se replier sur lui-même. Dans nos campagnes, les paysans à qui la fortune a souri s'écartent peu à peu de la collectivité et n'aident pas volontiers les autres. S'ils veulent prêter une certaine somme d'argent pendant les semailles, c'est le double que vous leur paierez après la récolte et sa commercialisation. Quoique paysan, toujours attaché à la terre et aux croyances que lui avaient léguées les aïeux, mon oncle avait l'esprit ouvert et pénétré de certaines réalités nouvelles. Mon père, par contre, semblait n'avoir jamais quitté sa brousse natale dont il vivait très intensément le souvenir et les valeurs. La ville où il se considérait comme un exilé se circonscrivait à sa maison, à la mosquée du quartier et à son jardin situé derrière la gare de Koloban, car il était maraîcher. Après le travail, il se cloîtrait pour s'abîmer dans la lecture du Coran. Il ne ressortait que pour aller prier. Les rares pères de famille du quartier qui avaient tenté de l'approcher, ayant cru voir en lui un nouveau saint, avaient tôt fait de l'abandonner à son existence érémitique et conduit par son caractère. Infailliblement, la conversation prit une autre tournure orientée à dessein par mon père. Ouli en devint le centre. Qui est cet Ouli sans qui oncle Demba? Mar ne t'a pas encore parlé d'elle? J'en étais sûre. Tel que je te connais, tu l'aurais dissuadé de fréquenter les filles gâtées de d'Angourik, fit mon père. Qui est cette Ouli dont parle Sérine Diarbourg? Insista oncle Demba. Une de mes élèves, répondis-je acculé. Oncle Demba éclata de rire. Serais-tu comme Lienne à qui on confie de la viande? Tout le monde s'esclaffa. Chacun avait bu sa troisième tasse de thé et je commençais à me lasser de tout ce que j'entendais. Je retourne chez moi, j'ai des copies à corriger, déclarai-je en me levant. Tu veux plutôt t'esquiver pour ne pas entendre raison, insinua mon père. Bourg, je dois te parler. Si je suis venu à cette période de l'année où tout cultivateur apprête son champ dans l'attente des premières gouttes de pluie, c'est parce que ton père m'a écrit à propos de tes relations avec cette Oulimata Thiam, dit oncle Demba. Comme d'habitude, tu viens passer la nuit avec moi, demandai-je. Oui, alors nous aurons le temps de parler, dis-je. Sur le seuil, je me retournai. Mon oncle, ce soir, je ne viendrai pas dîner ici. Si tu ne me trouves pas à la maison, tu demanderas la clé de ma chambre à Luck. Je la lui aurai laissée. Inch'Allah, acquiesça oncle Demba. Marou Bafal est un romancier, dramaturge et poète sénégalais de renom, né en 1950 à Dakar. Enseignant de formation, il a exercé dans plusieurs établissements secondaires. Il s'impose comme une figure importante de la littérature sénégalaise contemporaine, avec des œuvres couvrant le théâtre, la poésie et le roman, notamment La Collégienne, inscrite au programme officiel d'enseignement du français. Ses essais sur le théâtre africain francophone sont utilisés comme support pédagogique à l'École nationale des arts de Dakar. Il a reçu un prix international de poésie en 1987 et un prix de la meilleure technique théâtrale en 1991. Son écriture, à la fois pédagogique et engagée, reflète un regard profond sur la société et les hommes.